André Berkoff, bientôt le million sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Mais pas bientôt le million, aujourd'hui le million. Il ne reste plus que 300 personnes s'abonner et Sud Radio atteindra le million d'abonnés sur YouTube. Et d'ailleurs, je remercie vraiment, et au nom de Sud Radio et à tout le monde, l'effort que tout le monde a fait, que nous avons fait. Nous avons été quand même parmi les premiers, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la guerre Russie-Ukraine, que ce soit pour tous les narratifs qui nous disaient c'est comme ça et pas autrement, à avoir pris certains chemins de traverse, et vous nous avez suivis massivement et on vous remercie énormément pour ça. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Eh oui, James Bond, André Berkoff, l'espion de Sa Majesté, qui est en service depuis 1952, soit 73 ans, André. Vous voulez dire qu'on reçoit James Bond aujourd'hui, c'est ça? S'il est né à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, s'il était né à l'ère du numérique, André Berkoff, son pouvoir n'aurait pas été si puissant, dites-nous. Certes. Non, mais c'est vrai, alors, je suis tombé, je vois Antoine Lefébure, Vie et mort du secret d'État, aux éditions Passé Composé. Mais j'ai dit, attendez. Antoine Lefébure, je connais. Et je rappelle simplement, vous savez, ça c'est les derniers des Mohicans, ça ne me rajeunit pas, ça ne nous rajeunit pas, mais quand même, Antoine Lefébure, il a créé une revue critique des médias électroniques Interférence, et il a fait des études d'histoire interne et la Sorbonne, il est historien, et il a lancé en 1977 la première radio verte. Oui, avant les radios libres, avant l'élection de François Mitterrand qui a permis les radios libres, et au contraire, c'est François Mitterrand qui avait arrêté, enfin pas lui, Radio Verte. Mais le sujet, il n'est pas là, en tout cas c'est très intéressant, puis il est devenu directeur du développement du groupe Havas, et puis il a fait sa boîte. Il a raconté Havas, les arcanes du pouvoir, ça je l'avais lu. Conversation secrète des Français sous l'occupation, c'était déjà ça, Céline, mais là, et l'affaire Snowden bien sûr, et c'est très intéressant parce que Snowden va revenir aux États-Unis, et Vie et mort du secret d'État. Franchement passionnant. Je vais vous dire, je vous recommande ce livre parce que le secret d'État, personne, je veux dire, depuis, je ne sais pas comment ça se passait dans les grottes de Lascaux ou ailleurs, mais est-ce qu'il y avait déjà des secrets entre ceux qui allaient chasser et ceux qui cuisaient le bison? En tout cas, le secret d'État, c'est une constante millénaire du pouvoir. Est-ce que ça dure encore? C'est ça que Antoine Lefébure va nous raconter, Céline. Et oui, la première histoire globale du secret d'État, on va vous la raconter dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Eh oui, Mission Impossible, la fameuse série culte d'espionnage André Berkoff qui a inspiré de nombreux films ces dernières années. Mais les espions, les services secrets, eh bien, ils existent depuis des siècles, André. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Lefébure qui publie Vie et mort du secret d'État aux éditions Passé Composé. Alors bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio, Antoine Lefébure. Bonjour. Alors pour comprendre les réflexions et les pratiques qui ont marqué l'histoire du secret d'État de sa naissance à aujourd'hui, eh bien vous avez enquêté pendant 7 ans. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet? C'est un sujet très complexe sur lequel donc très peu de chercheurs se sont penchés. Alors pour une raison très personnelle, mon arrière-grand-père qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui était colonel mais qui était aussi un artiste, un humaniste, quelqu'un de merveilleux, comme mon grand-père d'ailleurs, est mort à Verdun, à Daumont en 1916. Et sa mort me paraissait étonnante parce que d'abord très peu d'officiers supérieurs sont morts en 14-18. Il était officier supérieur. Là, oui, il était colonel. Il n'était pas encore passé général. Alors, à titre posthume, il a été nommé commandeur de la Légion d'honneur. Mais autour de sa mort, il y avait un mystère que mon grand-père ne connaissait pas, alors que il était au front avec son père, comme son frère. Il y avait 2 jeunes gens de 20 et 23 ans, et puis lui... Et on ne savait pas. Et j'étais aux Archives nationales et on m'a refusé le dossier. Et là, ça m'a rendu fou. Je me suis dit, mais pourquoi Attendez, est-ce qu'ils vous ont donné, Antoine Lefébure, un prétexte pourquoi vous avez refusé? Non, aucun prétexte. Les délais, on n'était pas dans les délais, etc. Donc, en fait, il y avait un prétexte. Et des années plus tard, j'ai fini par avoir le dossier. J'ai su ce que mon grand-père n'avait jamais su.
C'est-à-dire qu'il s'était mis en danger parce qu'on l'avait menacé de le mettre à la retraite parce qu'il avait sauvé ses hommes en refusant un ordre absurde. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit, ce secret d'État, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait enquêter parce que c'est inacceptable. Eh oui. Alors justement, pour retracer donc cette histoire du secret d'État et de ses mutations sur près de 10 siècles, comment vous avez mené votre enquête et est-ce que vous avez réussi surtout à avoir accès à des documents ultra confidentiels? Alors jusqu'aux années 30, oui, mais après 1930, les documents secrets sont vraiment secrets. Et si vous avez en votre possession un document tamponné secret défense ou même confidentiel défense, c'est un délit. C'est un délit très grave. Donc vous n'en avez pas, je n'en ai pas, personne n'en a. Vous voulez dire je n'ai pas le droit d'avoir un dossier confidentiel à moins que je ne sois fonctionnaire du secret en fait. À moins que vous soyez habilité, c'est-à-dire vous passez une habilitation très complexe, etc. Et à ce moment-là, on vous habilite et encore vous avez droit qu'à ceux dont on dit avoir besoin d'en connaître. Ah oui, donc c'est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, donc pour résumer, aucun journaliste, aucun historien, aucun juge n'a accès donc à ces dossiers secrets. Absolument, sur toutes les grandes affaires de corruption, les morts par exemple à Karachi, etc. Les juges, ils le disent, Trévidic l'a dit, ils ont droit à la bibliothèque rose, mais n'ont pas droit à la bibliothèque verte. Ils n'ont jamais vu de documents secret défense et les documents confidentiels défense très très peu, avec une commission qui autorise au compte-gouttes. Ah oui. Alors dans votre livre, vous racontez que le secret d'État a été institué au XIIe siècle. C'est la papauté qui l'a institué. Expliquez-nous pour quelle raison à l'époque. Oui, alors c'est très étonnant et les origines, ça explique toujours ce qu'est le secret d'État. C'est pour ça que je suis parti des origines. En fait, la papauté, l'Église s'est rendu compte qu'il y avait des chrétiens qui mettaient en cause l'autorité du pape, le dogme, etc. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils se présentaient comme de bons chrétiens et même comme des meilleurs que les autres. Ouais. Donc pour les détecter... Ça ne plaisait pas à la papauté, ça. Voilà, pour les détecter, il fallait agir secrètement. C'est-à-dire que secrètement, on les identifiait, notamment par le fait qu'ils se confessaient plus. Alors ça, c'était un signe. Et également parce que ils avaient des attitudes divergentes. Et en fait, c'est une organisation secrète qui s'est appelée l'Inquisition, Inquisitio, enquêté, qui a organisé ça. Et une fois qu'on avait repéré des suspects, on les mettait dans des prisons secrètes, avec des interrogatoires secrètes. Les dénonciateurs de ces gens-là étaient couverts aussi par l'anonymat, donc le type ne savait pas qui l'avait dénoncé, et on lui avait dit, bon ben maintenant, il faut que tu avoues. Et la torture, etc., etc. Même pas besoin. Enfin, la torture, c'était surtout la prison qui était des formes de torture. Alors, suivant leur niveau de motivation, ils étaient plus ou moins maltraités. Et on leur disait, si tu avoues, tu seras amnistié. Par contre, si tu n'avoues pas, ils savaient très bien que ça finissait par le bûcher. Eh oui, donc effectivement, c'est le secret, on peut dire, qui a assuré à l'Inquisition son effrayante efficacité, en quelque sorte. Effrayante efficacité, parce que les procès étaient secrets, les prisons étaient secrètes, les familles ne voyaient plus l'inculpé, et en fait, ce n'était qu'à la fin qu'on révélait ou bien le fait qu'il s'était repenti et revenait dans la Sainte Église, parce que l'Église abhorre le sang. C'est pas l'Inquisition, c'était pas des prêtres assoiffés de sang, ils voulaient remettre dans le cadre de l'Église. Mais ceux qui refusaient de briser le secret de leurs activités, à ce moment-là, on les considérait. Ou alors, si par exemple, ils revenaient sur leurs aveux en disant non, je me suis trompé, etc. Alors, on les traitait de chiens qui mangent leur vomi. Ouais, on les appelait les relapses, et ceux-là partaient directement au bûcher. Mais c'était la justice civile qui les mettait au bûcher. C'était pas la religion. C'est-à-dire que les religieux confiés à la société civile. L'hypocrisie, quand même. Oui, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie catholique n'a pas de limite. Et c'est la justice civile qui d'ailleurs prenait la moitié des biens des inculpés, les emmenait hors de la ville pour les brûler, discrètement. Oui. Alors c'est Philippe le Bel qui a été le premier souverain à emprunter au pape la pratique donc de cette politique secrète. Il est donc le fondateur du secret d'État classique. Comment et pour quelles raisons lui l'a-t-il mis en place? Philippe le Bel, quand il a vu comment l'Inquisition est efficace, parce que je vous signale que l'Inquisition a gagné sur les hérétiques,
il s'est dit, mais moi aussi, j'ai mes propres hérétiques, mes hérétiques civils, c'est-à-dire les seigneurs qui m'embêtent, les paysans qui se révoltent, etc., les féodaux. Donc, je vais utiliser le même principe pour mon propre bien. Et la première chose qu'il a fait, et c'était un véritable affront pour le pape, il a pris l'ordre du Temple, qui était un ordre qui dépendait du pape, pour utiliser ces procédés inquisitoriaux. Et le pape est devenu fou, parce qu'évidemment, il n'a pas été prévenu, et en plus, les Templiers dépendaient de lui. N'empêche que Philippe le Bel a déclenché les choses et a dit au pape, j'ai ramassé plein de témoignages, plein de gens ont reconnu qu'ils avaient craché sur le visage du Christ, etc., des Templiers. Donc, cher pape, vous ne pouvez pas, vu les dossiers, vous ne pouvez plus les défendre. Et les papes ont été obligés de baisser les bras. Eh oui, c'est ça. Oui. Effectivement, on parle vraiment, c'était vraiment des guerres effroyables entre le pape et le souverain. C'était terrifiant à l'époque. En plus, ce qui est assez étonnant, c'est que vous parlez des listes d'accusations qui étaient émises à l'époque. C'était toujours les mêmes pour les affaires. Hérésie, sodomie, existence de relations suivies avec des démons, adoration d'idoles. L'opinion a été choquée à l'époque de tout cela. Pas du tout. L'opinion était absolument indignée parce que c'était des péchés énormes, ce qu'on appelait à l'époque des péchés énormes. Mais y avait-il une opinion à l'époque ? Il y avait une opinion. Il y avait une opinion et Philippe le Bel faisait des grands meetings devant Notre-Dame, etc., pour dénoncer les horribles péchés des Templiers. Et l'opinion suivait. Et ces hommes allaient dans les campagnes prêcher, donner la bonne parole. Ah oui. Mais alors, Céline, juste une chose, dans que ce soit l'Inquisition, Philippe le Bel, mais la porte était grande ouverte à la justice, parce que n'importe qui pouvait dénoncer, non, ou pas, Antoine Lefébure. Oui, alors il y avait... Moi j'en veux à quelqu'un, j'ai envie de son bien. Oui, il y avait des registres de dénonciateurs, André. Non, mais justement, donc, j'ai envie du chant de quelqu'un, bien, je vais le dénoncer. C'était tous les Templiers ont été dénoncés parce que c'était un pouvoir parallèle au pouvoir du roi et qu'en plus ils avaient des ressources financières qui n'étaient pas négligeables. Oui, c'était une puissance considérable. Voilà, mais la principale raison, c'est que c'était une puissance hors du contrôle du roi. Et là, le roi l'a détruit et à partir de ce moment-là, les rois partout en Europe, en France, en Angleterre, ont pris le là sur l'Église. C'est-à-dire ils sont devenus plus puissants que l'Église, qui est resté un pouvoir surtout spirituel. Ah oui. Et on pratiquait le secret. Et en pratiquant le secret, encore bien plus fortement et plus efficacement que les papes. Et oui. Et c'est à la Renaissance, en fait, que quelques esprits éclairés, peut-on dire, se sont vraiment rebellés contre les rois et l'Église. Oui, Antoine Lefébure. parce que c'était un mélange. Les rois, c'était un peu les envoyés du Christ sur terre. Donc ils se servaient de ça pour maintenir leur secret. Le droit divin. Le droit divin. Et avec l'arrivée des esprits de la Renaissance, du début du mouvement scientifique, etc. Le début des Lumières. Voilà, après Lumière, il y a un certain nombre d'esprits forts qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette espèce, ce pouvoir qui est à la fois métaphysique et matériel et qui abuse de son pouvoir grâce au secret. Oui, vous parlez notamment du mathématicien Nicolas Aurème qui parle d'idiopolitique en parlant effectivement des légistes de l'époque. Voilà, ces légistes couverts de fer dont les historiens du 19e ont dit le plus grand mal, notamment Guillaume de Nogaret, et qui utilisait tous les moyens du droit, du vieux droit romain, qui était un droit vraiment régalien dur, pour opprimer à la fois les nobles mais aussi la population. Eh oui. Alors celui qui a bouleversé vraiment l'art secret de gouverner, c'est Machiavel. Quelle théorie développait-il dans Le Prince, notamment, son livre culte Alors, ce qu'on dit le plus souvent pour Machiavel, c'est la fin justifie les moyens. C'est pas vrai. Il dit pas ça, Machiavel, c'est une erreur complète, parce qu'il dit on peut pas dire que la fin justifie les moyens, parce qu'on ne connaît pas la fin quand on est dans une opération. Donc, mais par contre, ce que dit Machiavel, c'est qu'il est nécessaire pour le souverain de faire à minima le mal, de faire un mal spécifique, limité dans le temps, dans l'espace, etc., pour un plus grand bien et pour éviter une grande catastrophe. C'est le côté, oui. Enfin, là, oui, mais sauf que, juste, on va pas faire de discussion métaphysique, Antoine Lefébure, mais la fin, les chefs d'État ou les chefs militaires,
ils ont une fin dans la tête, même s'ils ne l'ont pas. Donc, oui, ils ont un projet. Ouais, ils ont un projet, mais ils ne savent pas. Parce qu'il y a ce que dit Machiavel, il y a véritablement le sort qui va décider. Donc, ils ont un projet, mais comme ce n'est qu'un projet, ça ne peut pas justifier les moyens. Ce qui peut justifier les moyens, c'est le fait d'utiliser des moyens limités. Secrets, mais limités. Et toujours ça, c'est secret. Le secret est toujours là. Secret et toujours aussi avec l'opportunité, la légitime défense. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le secret est autorisé par l'État et pour l'État quand il y a une légitime défense, c'est-à-dire face à une menace. On ne peut pas, en théorie, décréter le secret sans légitime défense. Oui, au nom de la défense des intérêts de la nation, du peuple et autres. Voilà. Oui. Mais son livre Le Prince a longtemps été, vous le dites dans votre livre, il a longtemps été considéré comme pervers et diabolique avant de devenir la Bible de la politique moderne. Ben oui, il était pervers parce qu'il ne mettait pas en avant la religion, c'est-à-dire que Machiavel disait il faut voir les choses comme elles sont et pas comme on a envie qu'elles soient. Donc le souverain, c'est pas un dieu, il n'est pas envoyé par Dieu, il fait pas la politique de Dieu, il a des intérêts bassement matériels, et il faut voir les choses comme ça. Oui. Alors ce secret d'État, des philosophes des Lumières étaient contre, notamment Rousseau. Pour lui, la politique utilise le secret pour cacher sa faiblesse. Et Kant disait le secret n'a absolument pas sa place au sein de l'État. Antoine Lefébure. Oui. Et il était en prémonition de la Révolution, c'est-à-dire que c'était quoi à la fin de ce qu'on reprochait au roi à l'époque de Louis XVI, c'était des choses secrètes. Les lettres de cachet qui envoyaient au secret dans des prisons secrètes des gens qui n'étaient pas jugés. Absolument. Et ces prisons secrètes étaient le symbole de l'arbitraire. Et aussi l'ouverture du courrier qui était faite de manière secrète. Pourquoi ? Parce que si les gens savaient que leur courrier était ouvert, ils ne disaient plus rien par le courrier. Bien sûr. Et en fait, ça a été la base de la Révolution, ça a été ça. Mais c'était fait de manière limitée. Je ne veux pas jouer le royaliste, mais le roi, sous Louis XVI, il envoyait peut-être 4-5 personnes par an au secret, sans jugement. Et en général, la plupart des gens qui étaient à la Bastille, c'était des gens qui avaient été mis au secret à la demande des familles. Les familles disaient au roi, écoutez, là, il dépense tout son argent, il fait des bêtises énormes. Si vous pouviez le mettre à la Bastille quelques années, ça le ferait réfléchir. Et le roi concédait cette possibilité. Eh oui, vous citez Mirabeau à propos de la Révolution française dans votre livre qui a dit « Ils ne se laisseront plus abuser par le grand et mystérieux mot de secret d'État. Ils penseront que tenter de faire des intérêts des peuples et de ceux des souverains deux objets distincts serait un art aussi criminel qu'insensé. Ils penseront que le véritable secret d'État consiste uniquement à rendre les hommes heureux et à les maintenir paisibles, possesseurs de leurs travaux et de leur liberté. » Grande philosophie, ça. Ouais. Oui, et c'est formidable ce qu'a dit Mirabeau. Alors évidemment, il n'est pas resté un héros de la Révolution française parce qu'il s'est servi de ce secret pour trahir la Révolution au profit du roi. C'est-à-dire, lui, il était pour un régime royal, mais démocratisé. Modéré, enfin, pas constitutionnel, mais modéré. Oui. Et il avait très peur des conséquences de la Révolution française, ce qu'on peut comprendre. Donc, il travaillait secrètement pour le roi. Et quand il s'est fait démasquer, il a été sorti du Panthéon et considéré comme un traître ignoble. Eh oui. Vous savez ce que Mirabeau disait, c'est juste... il disait, on peut tout faire une baïonnette sauf s'asseoir dessus. C'est plus jugé. Un mot sur cette nouvelle justice qui a été instaurée en 1789, Antoine Lefébure. Alors c'était intéressant parce que c'était vraiment une justice qui avait vocation d'être totalement démocratique, ouverte, comme l'exercice de la politique. Les parlementaires, Robespierre avait réfléchi à monter des tribunes où 40 000 personnes pouvaient voir les élus de la nation débattre, etc. Enfin, une volonté de transparence extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que comme la Révolution était attaquée par tous les souverains des États européens, ils ont commencé par dire le courrier, il faut qu'on l'ouvre. Comme faisait le roi, mais beaucoup plus massif parce qu'il y a vraiment un danger. Les prisons secrètes, il faut qu'on les rouvre parce qu'il y a vraiment des comploteurs. Et en fait, tous les défauts qui avaient été reprochés à la royauté, notamment qui tournaient autour de secrets, refont surface, mais de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus démocratique. Mais aussi l'arbitraire devient encore plus important. Quoi. Bien sûr, l'arbitraire est beaucoup plus fort que l'arbitraire royal. Et oui, et vous dites que pour prévenir toute opposition, le gouvernement se protège en votant une loi qui stipule que les tribunaux ont l'interdiction de connaître les actes d'administration, soit toutes les actions du gouvernement.
Oui, alors Incroyable. ça, c'est le fondement. Et en fait, donc la Révolution, comme la plupart des institutions françaises, c'est le fondement du secret d'État moderne. Il s'est fait à ce moment-là, et Napoléon et Fouché n'ont fait que le reprendre. Oui, c'est très intéressant, ça. C'est oui. toute la En tout cas, à partir d'intentions louables, la Révolution construit la matrice d'un secret d'État implacable qui va lui survivre jusqu'à aujourd'hui. Dites-vous dans votre livre, l'histoire de l'État et de ses secrets, on va continuer de vous la raconter dans un instant sur Sud Radio, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Eh oui, nous sommes toujours sur Sud Radio avec Antoine Lefébure qui publie Vie et mort du secret d'État, du secret du roi à Wikileaks, aux éditions Passé Composé. Alors, dans votre livre, Antoine Lefébure, vous distinguez 3 catégories de secrets d'État. Quelles sont-elles ? Oui, alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver les définitions, parce que de la même manière qu'il fallait remonter au pape pour comprendre le côté ectoplasme du secret d'État, c'est-à-dire quelque chose de pas défini, comme tout ce qui est religieux, comme la raison d'État, etc. C'est-à-dire que c'est comme un espèce de dogme religieux, le secret d'État. La première catégorie, elle est fonctionnelle, c'est le secret d'État qui couvre les activités de défense, qui couvre les négociations diplomatiques. Il ne peut pas y avoir de négociation. On s'est rendu compte avec Zelensky, quand vous faites avec les caméras, c'est pas une négociation, c'est une mise à mort. Si on veut négocier, on négocie dans le secret, comme fait le Hamas et les Américains et Israël, et puis après on a les résultats. Donc tout ce secret-là fonctionnel, c'est dans la marche de l'État. Et c'est parfaitement justifié. Pas sous les caméras et voilà. Ou sinon, ça conférence de presse. Ça s'appelle un piège. Ça s'appelle un piège. Et également le secret des nominations. Si on sait qui a été nommé, qui a été blacklisté par un tel, etc. Ça met beaucoup d'ennuis dans l'administration. Le deuxième secret d'État, c'est le secret du souverain, du roi ou du président de la République. C'est le secret de sa vie privée, c'est le secret de ses activités, c'est le secret de ses pensées qu'il faut préserver, mais en même temps, il doit être familier. Parce que le secret n'existe que si il y a aussi une révélation. Donc le souverain est secret, mais tout d'un coup, il fend l'armure, il déborde son service de sécurité et il va vers la foule et il serre des mains, il se fait prendre en photo, etc. Mais ce n'est valable pour les gens que s'il est secret. S'il n'est pas secret, si tout le monde peut rentrer chez lui, etc., personne n'aura envie de se faire prendre en photo avec lui. Donc, si vous voulez, ce second secret, et c'est un espèce de secret de polichinelle, c'est le secret des apparences, mais c'est très important parce que c'est le prestige du chef de l'État qui est considéré, et de la même manière que Louis XIV faisait le toucher des écrouelles, vous avez Macron qui fait le toucher des smartphones, et c'est le troisième secret d'État qui est le plus intéressant parce que le moins connu, c'est le secret d'État horrible. C'est-à-dire ce dont parle Machiavel, c'est-à-dire que l'appareil d'État fait quelque chose en termes de morale et en termes de politique qui est affreux, mais qu'il a besoin de faire pour des intérêts supérieurs, pour la défense des intérêts supérieurs de l'État. Par exemple, donnez un exemple. Par exemple, un ministre, les pires, parce que par exemple, ouvrir le courrier, écouter le téléphone, c'est un secret d'État horrible, mais c'est, on s'en doute. Liquider un opposant dans un pays, il y a un type qui meurt, et en fait c'est les services secrets qui l'ont liquide un opposant, c'est un secret d'État horrible, mais enfin ça reste Mais par exemple, vous êtes le chef d'État et un de vos ministres vous fait vraiment un coup pendable, et vous décidez de le liquider. Ça, c'est vraiment le secret d'État le pire. Il ne faut pas que ça se sache, sinon tout s'écroule. Alors, c'est qu'un chef d'État liquide un de ses propres ministres. Alors, vous dites qu'effectivement, c'est cette troisième catégorie de secrets, et c'est pratique, donc reste par définition exceptionnel dans une démocratie. Mais honnêtement, en France, des présidents y ont eu recours, selon vous ? Certainement. Dans une démocratie, c'est limité. Dans une dictature, Staline, Hitler, quand vous aviez un ministre ou un haut fonctionnaire, il était liquidé. Et ça allait au moment où les photos, il disparaissait des photos. Il disparaissait des photos et tout était secret. Plus le régime est totalitaire, plus le secret est profond. Donc les pires, Staline, Hitler, le Kampuchea aussi, Kampuchea démocratique, c'était le Cambodge. Pol Pot, c'était un secret total. Mais aujourd'hui, est-ce
est-ce que les chefs d'État des pays démocratiques utilisent des secrets d'État comme ça? Je pense pas. Très honnêtement, je pense pas que des chefs d'État des pays démocratiques vont descendre des gens qui sont de leur propre camp. Mais en France, par exemple, il y a eu, André Berkoff, les fameuses opérations Homo. Oui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, alors, c'était pas leur propre ministre, mais rappelez-vous, d'ailleurs, François Hollande l'a raconté à Fabrice Lhomme et aux 2 journalistes du Monde que, par exemple, lui, en tant que chef d'État, démocratie en France, il avait ordonné des opérations Homo, c'est-à-dire d'éliminer tel ou tel, non pas opposant, hein. Non, c'était pas un des opposant, cibles, il y avait des cibles à éliminer. Considéré comme un ennemi de l'État, de la nation, et il l'a fait, évidemment, c'était couvert du sceau de secret le plus total. Le plus total. Il ne décrit pas l'opération, il ne dit rien. Il dit, oui, j'ai ordonné cela. Oui, c'est sûr, mais De Gaulle l'a fait, Mitterrand l'a fait, Hollande l'a fait, certainement Macron le fait, mais c'est extrêmement limité, ça concerne très très peu de personnes, c'est des gens qui sont considérés comme des dangers, ça peut être des chefs terroristes, etc., des gens qui ont déjà enlevé des ressortissants français. Il y a aussi une notion de vengeance, hein. Par exemple, quand un type des services secrets se fait enlever et se fait tuer, les services secrets vraiment demandent au chef de l'État de liquider la personne qui a fait ça. Oui. Alors en France, à ce jour, seules 2 affaires ont abouti donc à une révélation et à une résolution totale. Vous en parlez dans votre livre, à savoir l'affaire Dreyfus et celle du Rainbow Warrior. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier à l'affaire Dreyfus qui a éclaté, donc, il faut le rappeler, en 1894 et qui avait déchiré donc la France pendant 12 ans. Il y a eu une centaine d'ouvrages sur cette affaire. Vous, que révélez-vous de plus aujourd'hui ? Alors, je suis parti un peu à l'envers, c'est-à-dire je suis parti des archives et j'ai découvert que c'était pas l'affaire d'un officier juif qui était victime de l'antisémitisme, de l'injustice, etc. C'était le fait que cet officier, très rapidement, l'état-major, le ministère des Armées, à l'époque de la guerre, s'est rendu compte qu'il était innocent. Simplement, si son innocence était reconnue, à ce moment-là, toute l'activité des services secrets, l'activité du ministère de la Guerre, etc., était dévoilée, et il y avait là-dedans des secrets légitimes. Le fait, par exemple, qui surveillait l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade d'Italie, etc. Ouais, ça, c'était pas bon que ça soit dit. Mais ça risquait de venir. Mais pire encore, qu'il y avait des phénomènes de corruption au sein de l'armée, etc. Donc, c'est pas grave si Dreyfus était innocent, il ne pouvait pas sortir parce que le secret d'État lourd aurait été démasqué. Donc ils ont tenu... On sacrifie une personne innocente au nom du secret d'État. C'est typique une personne innocente, même un officier, etc. Il va rester en tôle pendant 30 ans ou il va mourir dans l'île au diable, etc. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est à propos de ce dossier, vous le rappelez dans votre livre, que Clémenceau avait dit, effectivement, si le dossier est publié, c'est la guerre. Voilà. Une espèce d'ambiance comme ça, absolument terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un changement de gouvernement, un ministère des Armées qui a dit il y en a marre de cette affaire Dreyfus, il faut vraiment prouver l'innocence de Dreyfus. Il faut crever l'abcès. Il a monté un colonel chargé de mission. Ce type-là, pour faire son enquête, a passé 2 jours uniquement pour avoir les clés de tous les coffres et toutes les combinaisons. Et après, il a travaillé pendant 1 an. Derrière, la Cour de cassation s'est emparée du dossier, a travaillé pendant 2 ans et demi. Et il a fallu cet effort, mais colossal, pour au bout du bout, dire Dreyfus est entièrement innocent et l'état-major est coupable. Ah oui. C'est clair. Et oui. Parlons à présent de l'affaire du Rainbow Warrior. Il faut le rappeler, c'était le 10 juillet 1985. Les services secrets français sabotent le fameux navire de Greenpeace qui voulait donc perturber des essais nucléaires dans le Pacifique. Cet attentat, on le rappelle, a coûté la vie à un photographe qui était à bord donc de ce bateau. Selon vous, pourquoi cette affaire a été résolue à l'époque ? Alors, elle a été résolue pour une raison très simple. C'est d'abord, il y a des agents qui se sont fait arrêter, des agents français avec des passeports suisses, etc. Ouais. Moi, je me rappelle quand c'est arrivé, je me suis tout de suite dit, c'est les services secrets français. Mais la presse française, je vous signale, a annoncé un nombre de choses, de fausses nouvelles extraordinaires pendant 2 mois. Sauf que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays puissant, contrairement à ce qu'on peut croire, qui fait partie des Five Eyes américains, anglo-saxons, etc.
Et quand ils ont été persuadés que c'était la France, ils ont dit à Mitterrand, c'est simple, si vous ne reconnaissez pas tout, si vous ne sortez pas tous les éléments de cette affaire, si vous ne payez pas les victimes, il y a eu un mort, Bien sûr, oui. vous ne payez pas la Nouvelle-Zélande, on vous traîne à l'ONU comme État voyou. Et on a le dossier pour que vous soyez reconnu comme État voyou. Et là, Mitterrand a craqué, d'autant plus que lui-même n'avait rien à craindre, dans la mesure où, dans ces cas-là, je ne suis pas dans le bureau, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, le chef des services secrets arrive en disant, voilà, ça va perturber les essais nucléaires, sacro-saint secret d'ailleurs, un secret nucléaire aussi, donc il y a des écolos, on va faire une action très musclée contre eux, on va peut-être faire sauter le bateau, etc. Mitterrand ne va pas dire oui, Mitterrand ne va pas signer un ordre d'accord, Mitterrand ne va pas dire oui, ou bien il va dire non, ou bien il va rien dire. S'il dit rien, c'est oui. Mais il pourra dire, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais dit de faire sauter le Rainbow Warrior, et ça sera vrai, et ça sera cru. Enfin, il a laissé faire, voilà. Il a pas dit non. Mais juste un mot. Je voudrais parler de... C'est pas dans votre livre, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le secret d'État continue. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a évidemment de très forts soupçons qui doivent être pas loin des certitudes, mais Nord Stream, le gazoduc, oui. Secret d'État également. Oui, c'est un secret d'État. On ne veut pas dire que ce sont les Ukrainiens ou les Américains qui l'ont fait sauter. Parce que politiquement, c'est pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas été dévoilé. On dit oui, on peut pense pas dire. Que c'est tel ou tel ou tel. Quoi. Voilà. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a, dans ces cas-là, il y a toujours 15 hypothèses. C'est ce qu'on appelle des rideaux de fumée. Des petits, des petits nuages. De l'arsenal du secret d'État. Voilà. On lance des rideaux de fumée. L'assassinat de Kennedy, il y a 500 théories. Oui. L'affaire Greenpeace, en fait, c'est le seul secret que Mitterrand a été obligé d'avouer. Ah oui, les autres, on n'a jamais su. On n'a jamais su. Pardon, il l'a jamais su. Mais secret d'État pour Mazarine et secret d'État. Moi, je veux dire un truc parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va parler maintenant. Ouais. La Francisque, c'est intéressant. C'est que tout le monde savait, enfin le petit milieu savait pour la Francisque. Oui, mais lui, il a toujours nié Mitterrand. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, je rappelle simplement, c'est pas dans votre livre, mais si j'avais vu Antoine, vous savez que le Crapouillot, en 1972, a publié le magazine, le Crapouillot trimestriel, a publié, non, je dis ça parce que c'est vraiment au cœur de votre livre et de sujet, a publié la liste complète des titulaires de la Francisque de Pétain. Oui, tout à fait. Ça a paru, ça n'a pas été censuré. Bon, avec les 1300 ou 1400, il y avait Mitterrand, avec les deux parrains, etc. Comment vous expliquez Mitterrand et son équipe, qui était très malin, ont fait sortir un certain nombre de trucs dans la presse d'extrême droite, dans le Crapouillot et aussi dans Minute. Et comme ça sortait dans Minute, ça devenait non présentable. Donc, on n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas. Et puis après, on l'a su. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que De Gaulle a toujours fait un secret d'État public. C'était vraiment pour la nation, pour la France, etc. Et Mitterrand a mélangé les secrets d'État publics et le secret d'État privé sur sa vie privée, sur ses enfants et sur son passé. Alors, il y a son passé de la Francisque. Et comment ça a été officialisé, cette histoire de Francisque, quand Pierre Péan. Quand Pierre Péan est venu. Alors c'est très intéressant, je le raconte dans mon bouquin. Pierre Péan est venu et Mitterrand lui a dit voilà, il a presque tout lâché. Il a dit une chose à Pierre Péan. Surtout, vous dites plusieurs fois dans votre livre que je n'ai jamais été à la cagoule. Parce que la Francisque de Pétain, il avait décidé de l'assumer, un peu débordé. Par contre, le fait que tout son entourage était à la cagoule, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien, et personne ne le sait, mais certainement quelque chose. Et Péan, si vous relisez son bouquin, plusieurs fois, il dit « Mitterrand, il n'était vraiment pas à la cagoule ». Et je me suis dit, c'était donnant-donnant. Ah oui. Mitterrand lui a lâché un certain nombre de choses, en échange de quoi Péan, sur la cagoule, s'est tu. Ah oui, André Berkoff, si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque, on peut dire que Mitterrand n'aurait jamais été élu. De toute façon, s'il y avait Internet, on aurait montré la photo qui est de la couverture de Mitterrand. Enfin, avec des si, on dit beaucoup, mais quand même. Je veux dire, imaginez le candidat de la gauche,
Antoine Lefébure, avec tous les réseaux sociaux, donc à des millions d'exemplaires, la photo de Mitterrand avec Pétain comme candidat de la gauche, ça faisait un peu C'était une catastrophe, c'était une catastrophe. Et les informations, moi je me rappelle en 1981, Jean-Éder Nallier m'a dit Mitterrand a un cancer et il a une fille. Et en fait, la fille de Mitterrand, je la connaissais parce que elle est apparentée à ma famille. Donc je savais qu'il avait une fille mais voilà, rien n'est sorti. Secret d'État, rien n'est sorti. Oui. Comment expliquez-vous, Antoine Lefébure, que très peu de secrets d'État ont été éventés depuis quelques décennies? En quelques mots, comment il est préservé? Comment il est organisé, ce secret d'État? Alors, il y a un organisme ectoplasmique discret aux Invalides qui s'appelle le SGDN, Secrétariat Général de la Défense Nationale, et qui organise le secret d'État, qui organise les habilitations et qui organise la protection du secret. Et si quelqu'un me donne un document confidentiel de défense et que j'en fais état ou que je le montre, etc., je peux être inculpé, condamné à plusieurs années de prison, etc. Donc c'est très très sévèrement puni d'avoir accès à ce type de document alors qu'on n'est pas habilité. Eh oui, et vous racontez qu'effectivement aujourd'hui il y a environ 420 000 personnes habilitées au secret, mais peu d'entre elles ont accès donc au très très secret. Et le jour... Céline, 400 000 personnes, ça fait beaucoup, dis donc. Oui, mais c'est des secrets fonctionnels, c'est des petits secrets de l'armement, de secrets... Eh oui. Et vous dites qu'effectivement que le jour où ils perdent leur habilitation au secret d'État, ils en souffrent, surtout quand il s'agit des secrets les moins partagés, écrivez-vous. Pour certains, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'addiction à l'information secrète? Oui, c'est-à-dire ils sont addicts à cette information secrète, ils ont surtout un sentiment de supériorité, ce qui les empêche quand il y a des universitaires ou des spécialistes d'un pays, par exemple, qui leur racontent des choses très importantes, effectivement, le fonctionnaire se dit « Mais s'il savait ce que je sais, est-ce qu'il aurait la même opinion ? Est-ce que ce qu'il dit est valable ?» Donc ça les isole complètement, ce qui est arrivé à l'administration Kennedy au moment du Vietnam, et plein de gens qui essayaient d'expliquer aux fortes têtes de Kennedy habilitées à tous les grands secrets, les secrets du Pentagone, et ils n'écoutaient pas parce qu'ils avaient tellement d'informations secrètes qu'ils disaient mais nous ça nous suffit, et tout ce qu'on nous raconte, pas ce que vous dites, voilà, on n'y croit pas, et si vous saviez ce que nous on sait, vous ne le diriez peut-être pas. Ah oui. Et donc il y a c'est l'isolement. On peut parler d'une forme de drogue au secret. De drogue et d'isolement, et c'est très dangereux. C'est très dangereux et ça devrait être réformé. Oui, alors aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte et de l'IA, le secret d'État tient-il toujours, selon vous? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et notre invité jusqu'à 14h est Antoine Lefébure qui vient de publier un livre passionnant sur l'histoire du secret d'État, André Berkoff. Alors, selon vous, Antoine Lefébure, aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte et de l'IA, est-ce que le secret d'État tient-il toujours ou est-il moribond? Alors, on va donner des exemples là, parce que sinon on va pas rester dans l'abstrait. Moi, il y a quelque chose, justement, on interpelle Antoine Lefébure. Il y a une tentative, je ne dis pas qu'elle est complète et je ne dis pas qu'elle est faite par des anges, mais vous avez vu le déclassement qui se passe déjà par Donald Trump et Elon Musk, il a chargé Elon Musk d'auditer tous les organismes d'État, et on a déjà en quelques heures, quelques jours, des choses sur des corruptions tissant des milliers de milliards de dollars. C'est vraiment des sommes énormes. Et est-ce que justement, par rapport à ce que vous écrivez, Antoine Lefébure, est-ce qu'on n'assiste pas à une tentative en disant maintenant transparence, on n'a rien à cacher, fin du secret d'État? Alors, pas tout à fait la fin du secret d'État, mais disons qu'ils utilisent un certain nombre de révélations pour amoindrir l'appareil d'État américain sur lequel ils ont des visées, quitte après à le réinstituer, parce que le système du secret d'État, c'est il n'y a pas de secret s'il n'y a pas de révélation. Donc là, on est dans la période de révélation, on est dans la période on démasque, et en même temps, on va sans doute remasquer autre chose. Et ce démasquage va servir peut-être à installer un nouveau type de secret d'État. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les réseaux sociaux,
le secret d'État traditionnel va disparaître. On a vu quand Musk était à Notre-Dame, il est passé, je ne sais pas si vous avez vu cette photo merveilleuse qui n'a pas été publiée, il regarde ses talons et vous avez Sarko, Carla Bruni, Hollande qui le regardent passer. C'est le nouveau secret qui passe devant le vieux secret. Et ça, c'est une image tellement frappante, d'ailleurs, que peu de journaux l'ont publié. Sauf que, encore une fois, il ne s'agit pas de défendre tout ça, mais Musk, rachetant pour 44 milliards Twitter, et X, en l'occurrence, a ouvert la boîte de Pandore. Alors que les autres la fermaient. Tout à fait. C'est lui qui a permis de dire que, justement, même dans les GAFAM, que Facebook et compagnie étaient soumis à la CIA et au FBI et caché, vous vous rappelez, sur Biden, les corruptions de Biden et du fils Biden. Donc, est-ce que quelque chose n'est pas en train de se passer là, quand même? Si, quelque chose d'énorme se passe autour de la puissance de ces réseaux sociaux qui, maintenant, massivement, ont été avec Trump pour cacher et pour organiser leur pouvoir. Parce que quand on parle des réseaux sociaux d'X ou de Facebook, ils ont qu'un seul objectif: leur audience et leurs bénéfices, et pour protéger audience et bénéfices, leur pouvoir sur la politique. Là est le vrai secret. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire Google sur l'intelligence artificielle l'année prochaine? Celui qui sait, il y a 2-3 personnes, et ils sont certainement pas dans l'appareil d'État. Et vous voulez dire la manière dont il va organiser tout cela. Voilà, on parlait que de Google. Oui, voilà, vous parlez même effectivement à propos de l'intelligence artificielle d'une nouvelle guerre froide qui se déroule sur de multiples fronts actuellement. Absolument. Ouais. C'est une véritable guerre froide et c'est une guerre extrêmement secrète entre eux, avec tout de même des points d'accord communs qu'on ne connaît pas. Parce que enquêter là-dessus, il y a une fille du Washington Post qui avait enquêté sur l'Iran, sur l'Irak, etc. Elle raconte, après, elle fait un travail sur Facebook. Elle raconte, j'ai eu moins de mal à faire parler des dissidents irakiens qui risquaient leur vie à me parler que de faire parler des salariés de Facebook. Donc ce sera plus le secret d'État, ce sera d'état de secret des réseaux sociaux. Voilà, l'état de secret des réseaux sociaux. Et à ce moment-là, si on prend l'exemple européen, quel est le véritable secret du secret pour tous les dirigeants des États européens face à cette déferlante de Musk et des réseaux sociaux? Le véritable secret, c'est qu'ils ne peuvent rien faire, que leur marge de manœuvre est égale à 0, que s'ils bougent un petit doigt contre X ou pour défendre la jeunesse, Mais alors quelle est l'alternative pour l'Europe aujourd'hui ? Alors, l'alternative ne vient pas des États. Moi, mon impression, et avec quelques grands spécialistes du domaine qui connaissent mieux la chose, ils disent seule la société civile peut se mettre à travailler pour monter des réseaux sociaux à la fois raisonnables, vertueux, etc. Mais n'attendons rien de nos dirigeants qui, eux, font toute une série de rideaux de fumée en disant « Ah, on va mettre 100 milliards sur l'IA, on va mettre 50 milliards. » Parce qu'il faut qu'ils cachent leur propre corruption aussi, mon cher Antoine. Leur propre corruption, mais leur propre impuissance, même pas leur corruption, parce que leur corruption, bon, tout le monde s'en doute, mais le fait qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont dans la nasse et qu'ils sont totalement paralysés. Par contre, on a en France des cerveaux formidables, on a des intellectuels, des intelligences, etc. Et toute cette intelligence pourrait servir à faire des alternatives à ces réseaux sociaux techno-américains. Et c'est le seul espoir qu'on peut voir. Parce que Mais que reste-t-il alors du secret d'État, à part de l'enfumage ? Il reste et il restera rien. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sarkozy, quand il était président de la République, quand il a inauguré les locaux de Google, il a dit « Mais le secret d'État, il est fini. Maintenant, le secret, c'est comment fonctionne Google. » Sarkozy l'a dit et l'a reconnu. Et il était tout de même président de la République. Antoine Lefébure, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Vie et mort du secret d'État, du secret du roi à Wikileaks est paru aux éditions Passé Composé. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.